En ayant pu développer la voiture toute la saison. Incroyable. Comment il peut pas se rappeler de Jeddah l'année dernière, quoi. Je ne te crois pas, Lewis. En début de saison, la voiture est Scandaleux. et je pense que ça devrait se ressentir sur la piste. Donc c'est un beau défi, on va essayer de le relever au mieux. On remonte dans cette voie des stands. Franck, à nouveau l'écurie Ferrari. Là, on a le français Laurent Mekies, le team manager. Bonjour Laurent, voilà, toujours très content. C'est le bras droit de Mattia Binotto dans cette écurie. Il y a malheureusement McLaren en grande perdition avec un discours ultra pessimiste de Lando Norris. C'est étonnant de la part du jeune Britannique qui nous a toujours donné beaucoup de joie de vivre. Là, il vit peut-être le moment le plus délicat de sa carrière. Ouais, de l'autre côté, il a signé un contrat sur plusieurs années. Donc je comprends qu'il soit un petit peu inquiet. Je comprends qu'il ne soit pas dans la position de Lewis Hamilton, multiple champion du monde. Lando Norris, c'est pas du tout son cas. Donc lui, il est là pour réveiller l'équipe en fait. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit doux avec l'équipe en disant ça va aller, on prend le temps, on va trouver des solutions. Là, il faut trouver des solutions tout de suite. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé sur les freins. Est-ce que ça va suffire pour ce circuit? Normalement, oui, parce que la McLaren est très handicapée dans tous les virages très serrés, très lents qu'on a pu voir à Bahreïn. Ici, il y en a. Je vérifie qu'on est bien en live sur Twitch. J'ai quelques doutes. Et alors, il travaille avec sur ses YouTube, c'est ingénieurs. bon. Lando Norris, nous on arrive devant le garage de l'écurie Alpine. Franck Ocon 7e à Bahreïn dimanche. Alonso 9e. C'était une performance solide pour débuter la saison. Là, on voit des sons de pitot pour mesurer Franck là sur l'aileron avant. Expliquez-nous un peu à quoi si ça vous sert. regardez sur les sons de pitot, regardez sur l'extérieur, on voit qu'en fait elles sont déportées complètement sur l'extérieur de l'aileron. Ça veut dire qu'on va travailler l'air qui passe tout autour et qui va venir rentrer en fait sur le pneumatique. C'est ce qu'on veut pas. On veut pas que l'air revienne sur le pneumatique parce que le pneumatique lui va déformer la diffusion de l'air. Donc ça va être important de vraiment analyser cette zone là. Ça doit être aussi pour analyser l'aileron à faible charge. Donc ça va être utilisé pendant quelques tours, 1-2 tours en début de séance et puis on démontera. Effectivement, on est bien en Fernando direct. Alonso, Alpine qui est 5e au championnat constructeur après le premier Grand Prix. On est bon, on est bon. Romeo à 2 de As, c'est donc un début solide, mais il y a encore du travail à faire, comme nous l'a confié Esteban Ocon. Il y a beaucoup de temps où on reste à fond dans le tour. Il y a peu de temps où le grip est limité, donc ça peut jouer en notre faveur, c'est clair. Le moteur a l'air de bien fonctionner. Il y a toujours des petits détails à corriger encore sur les reprises de gaz pour que ce soit un petit peu plus souple. Mais en ligne droite et en haut régime, on a l'air assez compétitif, donc c'est très bien. Esteban Ocon en train de se préparer, il va s'installer, on va suivre cette séquence en direct. Petits échauffements. Franck, toujours un petit peu le même rituel quand on est pilote, hein. On a sa superstition. Je vois que les pilotes de F1 sont moins souples que les pilotes de moto quand même. Et pendant qu'Esteban Ocon s'installe, on va écouter Pierre Gasly, lui qui a dû abandonner malheureusement après le premier Grand Prix. Premier abandon d'ailleurs de la saison, tout pilote confondu pour Pierre Gasly qui a eu des hauts et des bas à Bahreïn pour le premier week-end. Pour l'instant, on ne comprend pas vraiment tout sur cette voiture, comment tout fonctionne. On a encore reparlé ce matin de notre FP1 de la semaine dernière qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Mais bon, si on peut avoir d'autres bonnes surprises comme ça cette année, on va pas dire non. Après, je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire d'analyse et comprendre un peu comment ces voitures fonctionnent. C'est vrai que pendant la course, on a été positivement surpris de ce qu'on arrivait à faire. Clairement, les As et les Alphas sont au-dessus, mais en course, on a l'air de pouvoir avoir une voiture qui nous permette de se bagarrer pour les points. Pour le moment, après, ça va évoluer, hein. Les McLaren étaient nulle part. On sait qu'elles vont sûrement revenir dans le rythme. Les Alpines, c'est un peu le yo-yo aussi pour eux quand on voit la saison dernière. Donc, c'est que ça va être vraiment une saison intense et on ne peut pas se permettre de perdre d'autres points comme on l'a fait la semaine dernière. Pierre Gasly prêt à partir à 5 minutes du début de cette première séance d'essai libre ici à Jeddah. Les voitures sont dans leur garage, Franck, mais tout à l'heure vous avez eu la chance il y a quelques minutes d'avoir l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda, le coéquipier de Pierre Gasly, rien que pour vous. Vous avez pu tourner autour. Voici cette séquence où on découvre encore un peu plus grâce à vous, Franck, les subtilités de ces monoplaces version 2022. Oui, on est bien chez AlphaTauri, notamment avec la voiture de Yuki Tsunoda qui nous est prêtée pour l'instant, pour qu'on voit un petit peu, qu'on détaille ensemble les différences. Alors cet aileron avant, toujours très massif sur l'AlphaTauri.
Le fait est que le primaire ici passe par-dessus. Sur les autres voitures, il va s'inscrire en dessous, ici passe par-dessus. Il y a un autre détail sur l'AlphaTauri. Alors ça, c'est des pièces qui sont communes aussi à toutes les écuries. Vous savez, cette petite aile qui va au-dessus pour empêcher en fait tout simplement la déflexion d'air tout au long. Chez AlphaTauri, si vous regardez bien le frein, normalement il y a une écope qui vient sortir sur le côté. Ben, chez l'AlphaTauri, elle est complètement à plat. C'est-à-dire que le seul air, la seule entrée d'air possible pour refroidir le frein, ben, il est à l'intérieur entre la roue la plus importante. Regardez cette entrée d'air vraiment typée Red Bull avec cette lame ici qui vient très en avant, récupérer l'air qui vient sortir dessous les roues avant pour essayer d'aspirer ici un maximum d'air. Dessous, c'est pas compliqué, le chemin de l'air il va passer exactement à cet endroit. On va partir très large, on va rétrécir sur le milieu et réouvrir à la fin. Le fait de rétrécir au milieu, ça va tout simplement accélérer l'air. Le fait d'accélérer, ça va faire quelque chose comme de la succion et ça va donner beaucoup de grippe à la voiture. Ça s'appelle l'effet de sol. Et puis on va arriver sur l'arrière. L'arrière est très particulier cette année. Les ailerons ultra larges, ultra massifs avec... Ici, vous allez voir ces petites écarts, on en met un petit peu partout sur ces autos cette année parce qu'on est sur un circuit à haute vitesse, c'est Jeddah. Par contre, on va essayer d'enlever un tout petit peu d'aileron pour essayer d'aller le plus vite possible, mais en gardant avec cette petite écart un petit peu de grippe. Et puis encore une fois, à l'arrière, regardez cet arrière avec ce U inversé absolument énorme, bah ça va faire tout simplement un effet de succion. Encore, ça va coller la voiture au sol. Cette année, on a beaucoup plus de grippe grâce au fond plat que par les ailerons aérodynamiques. Et c'est la magie de la télé, Franck Montagny de la Voix des Stands au paddock, ici ce paddock des phrases maintenant, vous avez vu. C'est bon, c'était aussi un petit échauffement, ça va être super pendant toute la séance, Franck, encore au plus près des voitures. Une des surprises, des bonnes surprises de Bahreïn, c'était la performance de Haas et de Kevin Magnussen, le Danois dont on voit le garage, 5e. C'était un résultat absolument incroyable pour Haas, le meilleur depuis 2019. Et lui, un retour hallucinant, tant et si bien qu'il n'est même pas préparé pour ce week-end. Il n'a pas fait de simulateur avant la saison. Il n'est pas retourné en Europe. Vous savez comment il a préparé son week-end à Jeddah? PlayStation. Et même pas, avec des caméras embarquées. Qu'est-ce que vous attendez de Haas et comment vous l'analysez? Je pense qu'il peut très bien s'en sortir. C'est un ancien pilote. C'est un pilote qui ne roulait pas avec des simulateurs pour apprendre des circuits. Donc franchement, il y a 2 séances. Donc il n'y a aucun souci pour lui. Je pense que ça va performer de la même manière. Et Gunther Steiner dans le patron, visage fermé, mais qu'est-ce qu'il était heureux à l'arrivée du Grand Prix. Écoutez ces échanges radio entre Kevin Magnussen et son patron. Thank you, that is P5, buddy. Welcome back, mate. I go mode slow. So still caution, turn 1, double yellow. Awesome job, mate. Same, man, same. That was perfect. Oh man, thank you. Kevin, that was some Viking comeback. Great. Il a joué dans le clan Haas, évidemment. Thanks, man. Thank you. C'est Magnussen qui fête sa 5e place. C'est une très belle histoire pour Haas de revenir à ce niveau après 2 saisons très compliquées pour l'écurie. C'est vraiment génial de les voir revenir, obtenir une 5e place. C'est leur premier bon résultat depuis si longtemps et c'est une 5e place, c'est super. Tout le monde aime ce genre d'histoire où le petit déjoue les pronostics. Allez, le début de cette séance d'essai dans moins d'1 minute 30. Un dernier mot, Franck. Alors sur la météo, il fait beau, relativement chaud, mais il y a beaucoup de vent. Et ça, on sait que les pilotes n'aiment pas, surtout sur ce type de circuit. Ouais, puis ça fait des couloirs de vent ici qui sont assez importants parce qu'on est au bord de la mer. Le fait d'avoir des rails sur le circuit, forcément, ça accélère un petit peu l'effet du vent. Dans toute la partie de retour, ça va, et toi? Dans le dos. Par contre, dans toute la partie aller, on l'aura dans la tête. Ça risque de compliquer un petit peu les zones de freinage, etc., etc. Il va falloir qu'ils s'adaptent. Puis n'oubliez pas, il y a un truc, c'est qu'on est au bord du sable. Donc dès qu'il y a du vent, il y a du sable sur la piste, ça va glisser. Ouais, pas forcément le sable du désert, hein, vous l'avez dit, on est au bord de la mer Rouge, en face de l'Égypte, donc sur la rive ouest de l'Arabie Saoudite. Voilà pour le plan géographique. Franck, vous allez aller dans la Voix des Stands. Et Julien et Jacques, c'est à vous pour les commentaires de cette première séance. Merci Laurent, merci Franck. Retour des Formule 1 en piste, moins d'une semaine après le début de cette saison 2022. Que le travail semble long et fastidieux face à McLaren en ce début d'année. Un manque global d'appui, tout simplement. C'est presque une mauvaise nouvelle de se dire que la voiture j'en suis pas encore là, moi. bien équilibrée lors des essais hivernaux. Alors il y a bien sûr ce gros problème de frein, dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Franck, mais il y a ce manque d'appui général. Une voiture équilibrée, mais pas rapide, tout simplement pas généré assez d'appui pour l'instant dans le clan McLaren. C'est difficile à améliorer parce qu'une voiture qui n'a pas un très bon équilibre, généralement avec un peu de réglage, les chronos sont faciles à aller récupérer. Mais là, il faut aller chercher
de l'appui aérodynamique. Et apparemment, ils ne savent pas comment faire, donc c'est très mal parti. Ce qu'il va falloir aller chercher, c'est une balayeuse également, parce que regardez la quantité Ok, là je vois, de incroyable. poussière levée par les monoplaces qui sortent des stands. On l'a constaté dès hier avec les tests de Effectivement, il y a de la poussière. qui ont levé des nuages incroyables de poussière ici. Les F1 vont continuer de le faire, en sachant que les F2 sont déjà passés tout à l'heure. 2 drapeaux rouges pendant la première séance, les seules séances d'essai modifiées, vous la redécouvrirez cette Ouais, bah tu peux te caler avec le temps qui reste, hein, de toute façon. Tu vois, il reste 59-0 là. Top, 59-0 maintenant. Voilà, 58. Oula, il fait un petit bon temps. Hein. On est calé, on est calé. Tout de même de voir avec un peu plus de temps si une voiture est arrêtée dans le mur de l'autre côté du virage. Entre les virages 2 et 3, le mur a été repoussé à l'intérieur, à la sortie du virage 13 au virage 13. Alors un peu le même principe que pour Bahreïn, là, vu que les essais sont de jour et que la course est de nuit. Les essais 1 et les essais 3 vont pas servir à grand chose quand même. Hein. En termes de... Bon déjà, si les essais 1 vont servir à dépoussiérer la piste parce qu'il y a tellement de poussière, c'est incroyable. Eh bien, des écrans de contrôle ont été installés. C'est le sable ça. Hein. Le virage 13, j'ai pas vu l'écran pour montrer aux pilotes ce qui les attend à la sortie du virage. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Vettel de nouveau Covidé, c'est toujours Hülkenberg qui le remplace. Deuxième course d'affilée pour Nico. Donc normalement Vettel sera de retour à l'Australie dans 2 semaines, hein, évidemment. Mais bon, là, mauvais début de saison pour Vettel, même si évidemment, il peut pas jouer les points, donc au pire il s'en fout quoi. C'est pas mal comme idée, je me souviens sur certains Grands Prix, Monaco par exemple, on regardait souvent le Grand Prix. Ah oui, il disait justement, il va falloir en faire chez Mercedes notamment. Le poursuivant, c'est plus facile que de regarder dans les rétroviseurs. Les Mercedes à la sortie de la voie des stands, Lewis Hamilton devant George Russell, zone de procédure de départ. Il y aura également la possibilité, comme à Bahreïn, et on s'en félicite, de voir les pilotes sur la grille à l'arrivée de chaque séance d'essai libre pour une procédure. Et vu le sable qu'il y a à la sortie des stands, il vaudra mieux la faire sur la piste elle-même. Martin Whitmarsh, l'un des patrons de l'équipe. Pourquoi ils ont pas mis Whitmarsh à la place de Mike de Otmar Software au lieu de Mike Crack là? Il a de l'expérience Whitmarsh en F1. Son expérience. Nico Hülkenberg. Mike Crack il sert à rien. Il est nul. Sébastien Vettel, toujours convalescent. On a laissé jusqu'à ce ouais, c'était pas très rapide effectivement. Une ultime chance à Sébastien Vettel de passer un test Covid négatif. Et malheureusement, eh bien... Il est ici? Non, il n'est pas là. Voilà. Avant de partir, il aurait, je pense, sauté dans un avion privé pour rejoindre le circuit et être dans la voiture à temps. Malheureusement, on n'a pas eu les résultats du test, mais s'il n'est pas là, c'est que ça ne devait pas être négatif pour ce qui est du test. Alors, est-ce que ce n'est pas positif de rester chez lui au vu des performances très délicates pour l'instant de la si. Peut-être mieux. En tout cas, Nico Rosberg pas dans la voiture. Nico Hülkenberg est au volant de cette monoplace pour le 2e week-end consécutif. Lui, il est ravi d'être là. Il a fait du simulateur avant ce week-end. Il a appris la piste de quelle manière? Jacques, posez-lui la question, allez-y. Nico, dis-moi. Moi, je pense pas que... Tell me, Nico. Well, I flew back to UK on Sunday night directly after the race. I spent je suis rentré en Grande-Bretagne juste après la course dimanche et j'ai passé 2 jours à l'usine dans le simulateur. J'ai appris la piste, pris des repères. C'est la seule chose que je pouvais faire après avoir fait le Grand Prix à Bahreïn. Il faut constamment digérer toutes les informations accumulées. Possible, oui. Je pense que je partirai d'un meilleur point aujourd'hui. Voilà, vous posez des questions, les pilotes vous répondent. Sympa, on va en poser d'autres. Faites attention parce qu'on les a peut-être pas toutes. Alors que dans la voie des stands, semble-t-il, Fernando Alonso s'apprête à rentrer près de vous, Franck. Ouais, il va rentrer d'ici pas longtemps, mais je voulais vous montrer surtout la poussière qu'il y a, que ça dégage, c'est juste... Voilà, Verstappen qui bloque. J'ai jamais vu autant de sable en fait dans une pit lane lorsque le pilote rentre et repart. Là, toute la partie que vous avez ici en bas, alors que Fernando Alonso arrive, regardez bien, suivez-le. Vous allez voir à l'extraction de la roue arrière, ou même des roues, ça se soulève de manière incroyable. Et là, on est à 10 km/h. Donc quand le pilote repart et accélère, avec l'extracteur, je vous promets que ça vole de partout. La piste n'est pas près d'être vite.
il va falloir un certain temps. Lewis Hamilton qui devient ce week-end et qui bat un nouveau record de Michael Schumacher, le pilote ayant servi pour une seule et même écurie. Ah, Magnussen avec un problème. Alas, problème de fiabilité. Magnussen à qui on a demandé de rentrer au stand sans changer de rapport. Il est sur le Bon, vaut mieux que ça arrive maintenant que en course, j'ai envie de dire. De toute façon, vaut mieux que ça arrive maintenant lorsque la piste n'est pas encore. Oui, il y a un autre record pour Hamilton. L'apprentissage de circuit, c'est pas génial. Et on voit les mécaniciens McLaren qui soufflent au maximum la poussière sur la voie des stands. Problème technique effectivement pour Kevin Magnussen, le héros de cette écurie. On l'a réentendu il y a quelques instants. Son arrivée sous le drapeau à damier de Bahreïn le week-end dernier avec ce résultat incroyable, 5e place pour Kevin Magnussen et pour l'écurie Haas. Même en 8e, elles les prennent les épingles. Hein. Il y a du couple. Il y a du couple, mais il y a aussi le moteur électrique qui permet de ne pas caler. Oui. Vous étiez nombreux d'ailleurs à avoir remarqué le week-end dernier, puisqu'on parle du 8e rapport de vitesse, le combat Charles Leclerc-Max Verstappen qui, dans la ligne droite de départ-arrivée, Charles Leclerc ne passait pas le 8e rapport. Ah, dommage pour Pierre Gasly qui était lancé sur son premier tour rapide en gomme dure. Ouais. Record dans les 2 premiers secteurs. Et à Bahreïn, effectivement, dans ce combat, Charles Leclerc ne passait pas le 8e rapport dans la ligne droite des stands pour plusieurs raisons. 1, parce qu'il devait gérer sa batterie, il avait du mal à la recharger. Et 2, parce qu'il ne voulait pas passer la ligne de détection DRS avant Max Verstappen pour pouvoir le reprendre après, entre les virages 3 et 4, ce qu'il a parfaitement réussi à 3 reprises. Assez long blocage de roue là pour Pierre Gasly. Ouais, ça lui donne tout de même le 2e temps. Verstappen le plus rapide pour l'instant qui est déjà en amélioration sur un 2e tour. Donc la pole lui aussi sur de la gomme dure. 2021 c'est 27 511. Pour l'instant on est à 5 secondes et demie. Mais bon, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Plus d'une seconde même de ce qui était le meilleur temps de Verstappen, mais en amélioration. Beaucoup de pilotes en gomme dure en ce début de week-end avec cette piste extrêmement sale. On ne consomme pas pour l'instant les pneumatiques un peu plus tendres. On est d'ailleurs un cran plus tendre que le week-end dernier à Bahreïn. Les pneumatiques C2, C3 et C4 dans la gamme Pirelli. Il n'y avait pas de problème de surchauffe, les pilotes pouvaient attaquer avec leur gomme. Par contre, elles s'usaient incroyablement rapidement. Bahreïn est dur pour ça. Oui, mais on n'a jamais vu de la gomme s'user autant. Oui, mais on n'a jamais vu des voitures aussi lourdes en Formule 1. Oui, et puis les tailles basses. Les tailles basses, c'était leur première apparition. Est-ce qu'il y a moins de gomme aussi sur le... Et Verstappen qui claque un temps 31,8. Surtout une seconde, de moins que Perez. Ferrari semblait être capable d'économiser sa gomme. Verstappen a repris le meilleur temps à son coéquipier, une 31,885. Les chronos tombent très rapidement en ce début de séance, alors qu'on est avec Lewis Hamilton sur son premier tour lancé. Lui a choisi de la gomme rouge pour commencer sa séance. J'essaie de voir où la piste a été élargie, mais c'était pas si visible que ça. La piste n'a pas été élargie, c'est les murs qui ont été repoussés. Oui, hein. C'est ce que j'essayais de dire. Premier secteur d'Hamilton en 34,0 alors que le record est en 33,9 sur de la gomme dure dans le clan Red Bull pour Max Verstappen. Qu'il est difficile le point de corde là. Est-ce que c'est le vin? Est-ce que le vent est de... C'est pas le vin, hein, oui. le vent. Vous, c'est peut-être le vin, Jacques. Est-ce que le vent est postérieur à cette Complètement bourré, Jacques. Et Lewis qui se prend une seconde une avec des pneus. Avec des pneus plus tendres que Max. C'est dur. Mais bon, il débute. Dans cette séance.
Oui, c'est moi qui tiens l'arme anti-Verstappen, anti-Hamilton. Ils sont là, les deux. Que ce soit Leclerc ou Sainz. L'aileron avant, on va en parler un petit peu sur ce week-end. C'est une des seules choses qu'on va vraiment pouvoir modifier parce qu'on sort de Bahreïn après Bahreïn. On arrive une semaine après. Ici, on n'a pas le temps de faire beaucoup de modifications. Le plan supérieur, vous voyez ici, ce flap, eh bien c'est celui-là qu'on va découper un petit peu, qu'on va modifier un petit peu. Vous voyez, cette forme un petit peu arrondie. Normalement, elle n'est pas comme ça. Quand on veut beaucoup d'appui, on va laisser tout simplement le flap plein sur le haut et on va charger un maximum la voiture. Le fait de l'arrondir, ça permet à l'air de passer à l'intérieur et d'aller amplifier un petit peu le flux d'air au niveau du fond plat, mais surtout ça met un petit peu moins de traînée. Donc sur cette version là on a un aileron un petit peu déchargé, mais vous pouvez voir aussi que les deux Ferrari sont saines et sereines parce que les deux pilotes, que ce soit Charles Leclerc à droite comme Carlos Sainz à gauche, les deux pilotes sont prêts à aller rouler mais ne sont pas décidés encore d'y aller, alors qu'on va poser un petit peu de peinture. Regardez la façon dont on va poser la peinture, la paraffine en fait sur les voitures. On va, comme à la maison, hein, on va cacher avec un sac plastique et après on peut peindre partie. Et Franck, on est d'accord que ça c'est aussi le statut des grandes équipes, des leaders. On ne se précipite pas en piste, on laisse les autres faire le boulot. Ça c'est aussi un peu un statut. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ils ont fait un doublé, ils ont plein de points. Et surtout, il ne faut pas avoir de mauvaises informations qui soient contradictoires. Parce que là, ça contrecarre tous les plans de développement. Il faut avoir des opérations saines. Il faut être certain de ce qu'on fait sur la voiture. Peut-être échanger de réglages entre les deux voitures pour pouvoir être sûr de ce que l'on fait. Faire un back-to-back. Vous savez, un essai contre essai. Mais il y a le temps, en fait, chez Ferrari. Aujourd'hui, on est serein. On a de l'avance. Donc, on prend le temps de faire les choses bien sans se tromper. Ferrari qui ne s'est pas précipité à Bahreïn et qui a parfaitement déroulé son plan stratégique, sa procédure de départ, les arrêts au stand de ses pilotes. Très bonne gestion de la globalité du week-end, au-delà de la performance pure de la voiture. Tsunoda en gueule dure, deuxième temps, une demi-seconde de Verstappen. Guan Yu Zhou qui a inscrit son premier point en Formule 1 dès son premier Grand Prix. Il est le 77e pilote de l'histoire à réussir cela. D'ailleurs, Jacques Villeneuve, savez-vous combien de pilotes dans l'histoire ont inscrit des points en Formule 1? Beaucoup. 346 pilotes. Qui en a inscrit le plus Hamilton. Oui, Hamilton. 4180 points, ,5. Oui, mais attendez. À l'époque où il y a plus de points que Schumacher. C'est le de points qu'il a inscrit. Oui. Mais qui en a inscrit le moins? Il y en a un paquet quand même. Non, il y a un pilote qui a inscrit un point négatif. Non, il doit pas 0,5. Oui, 0,5. C'est une femme. 0,5. Ah, italienne. Leila Lombardi, oui. Absolument. Un demi-point inscrit dans sa carrière. Et 77 pilotes ont inscrit sur ces 346 leur premier point. Ouais, mais il faudrait refaire toutes les statistiques. Les statistiques? Retourner jusqu'à les 1,50 et donner des points pour les 10 premiers, donc rééquilibrer. Faut être sûr. Eh bah, bon courage. Parce que là, il y a du boulot. 102 pilotes à signer une pole position, au moins une pole position en Formule 1. D'accord. Combien ont signé une pole position dès leur premier Grand Prix? Top chrono. 3. Non, un peu plus. 5. Un tout petit peu plus. 6. Oui, 6. Alors le premier de l'histoire forcément. Oui, c'était la première course. Compté. Giuseppe Farina. Il y a eu Nelson Fittipaldi dans la liste? Non, il y a eu Walt Faulkner, Duke Nallon, Mario Andretti, Carlos Reutemann, le 5e, et il en reste un qui est le dernier à ce jour à avoir inscrit une pole position dès son premier Grand Prix. Qui est-il? Où est-il? Que fait-il? Il est canadien. Il est canadien, il est assis à côté de moi, il s'appelle Jacques Villeneuve. Oui, vous êtes 6 dans l'histoire et vous en faites partie. Oui, mais là, dans les 6, il y en a incroyable. C'était Indianapolis, lorsque Indianapolis faisait partie de la Formule 1. Donc, absolument. Et il ne faisait que cette course à chaque année, et les pilotes qui étaient dans le championnat ne participaient pas. Allez, c'était pour la petite page statistique. Franck, dans la voie des stands, on travaille sur la voiture de Russell. On a un petit problème sur la voiture de Russell. Russell qui est sorti, qui a fait un tour de préparation, qui était prêt à s'élancer. On l'a ramené au stand et on a un problème avec les tirants de fond plat. Vous savez, ces tirants métalliques qui sont à l'arrière de la voiture qui permettent de stabiliser ce fond plat qui doit impérativement être à plat tout le temps. C'est ce qui va donner du grip à la voiture. C'est la chose vraiment à maîtriser cette année. Et bien on s'est aperçu tout simplement qu'il y avait des problèmes sur cette voiture. Il a fallu démonter le capot arrière et commencer à travailler sur le flanc droit et sur le flanc gauche. Ça devrait repartir dans pas longtemps.
mais ça commence déjà pas super bien, on va dire, pour le côté de Russell. Et quand on bascule du côté de Hamilton, je peux vous dire que chez Mercedes, on travaille parce qu'on est sur l'aileron arrière. On va passer un nouveau flap. On vient de passer un premier flap, celui qui est très dégagé, on peut le voir, hein. Si vous comparez le flap qu'il y a sur la voiture de Russell, regardez, au niveau de Russell, sur l'aileron arrière, vous avez très peu d'espace entre le sponsor et le dessus du flap. Et quand on regarde le nouvel aileron maintenant que vient de poser Hamilton, eh bien il y a énormément d'espace. Donc ça veut dire que Russell pour l'instant a le nouveau modèle et on vient de repasser l'ancien modèle sur la voiture de Hamilton. C'est ce qui s'appelle un back-to-back. On fait un essai contre essai pour être sûr que ça fonctionne. Eh oui, merci Franck pour tous ces détails, mettre à profit au maximum le temps de séance d'essai libre, 2 fois 1 heure le vendredi, une dernière heure de préparation le samedi matin, en tout cas le samedi après-midi ici, hein, puisqu'on est sur un Grand Prix de fin de journée. Est-ce que le virage 14 est un des virages où le mur a été repoussé? Le virage 14, oui, est un des virages où le mur a été légèrement repoussé sur la gauche. C'est que les pilotes roulent contre le mur. Eh oui, bien sûr. Donc le virage, visuellement, ça n'a rien changé. Ça a simplement rendu le virage plus simple à négocier. Puisque les limites de piste sont toujours les mêmes, à savoir la ligne blanche, eh bien les pilotes peuvent effectivement gagner du chemin, faire moins de distance en coupant au plus court. Il y a quelque chose de bord de... Il fallait mettre un vibreur. Quelque chose, soit un panneau publicitaire ou quelque chose vient d'exploser sur la piste. Et ici aussi ça a été là, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un morceau vert aussi. 50 meter marker and braking for turn 1. Le panneau 50 mètres. Ah, qui était accroché dans les grillages. Le panneau qui était dans les grillages. Effectivement. On va sans doute avoir un drapeau rouge dans quelques instants, voire certainement un drapeau rouge. Voilà, drapeau rouge, ça y est. À gauche aussi, hein, la piste avait été élargie partout où on voit le mur décalé de la ligne blanche, la piste a été élargie, mais il n'y a pas de vibreur. Donc le virage a donc été élargi et ça les rend facilement à fond. Ça enlève une grosse partie de l'intérêt de ce circuit. Et ça n'enlève pas la dangerosité de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Drapeau rouge donc. Comment un panneau comme celui-ci a pu se décrocher alors qu'ils ont quand même des standards à respecter de fixation élevés. Il y a beaucoup de vent. Oui, d'accord. Enfin, là, si même le vent décroche les panneaux, on va avoir un gros souci parce que du vent, il y en a beaucoup ce week-end. Le chrono s'égrène, la séance est interrompue. Assez stylé, hein, la Ferrari avec ses couleurs fluo. Carlos Sainz n'a pas encore de chrono, comme Charles Leclerc et comme Kevin Magnussen et George Russell, mais qui eux ont au moins effectué des tours de reconnaissance. Les Ferrari ne se sont pas encore donné cette peine pour l'instant. Ouais, oui, AlphaTauri. Ah, j'ai pas vu le red flag, putain, je viens de revenir, il y a un red flag évidemment. Ah là là, quel enfer! Tout de suite changer le panneau pour que les pilotes aient tous leurs points. Je m'absente 2 minutes s'il se crache. C'est pas possible. La fin de la séance pour refixer ce qui doit être le panneau 50 mètres, j'imagine, de freinage. Ah non, c'est pas un crash en plus, c'est un problème dans la piste. Oui, ils ne le refixent pas, ils attendent la fin de la séance. D'accord, ok. Merci pour la précision. De frein sur l'Aston Martin où il reste donc beaucoup de travail à effectuer. On va écouter, en attendant que cette séance ne reprenne, ça va prendre quelques instants. Je vous propose d'écouter Esteban Ocon, 8e temps pour l'instant dans cette séance, le Français qui le week-end dernier a pris la 7e position comme son coéquipier. Il était dans les points, les deux Alpines étaient dans les points, 7e et 9e dimanche dernier. Le programme qui attend Esteban Ocon aujourd'hui, bien c'est lui qui nous le donne. Alors le programme du jour, c'est déjà de comprendre, je pense, les pneus, bien sûr sur cette piste. Pour l'instant, on n'a que des connaissances sur Barcelone et Bahreïn, et ici c'est quand même un circuit bien différent, où on avait des problèmes pour chauffer l'année dernière les pneus, pour un peu tout le monde. Hein. De toute façon, c'était pas que nous qui étaient dans ce problème, mais à Bahreïn, on a vu que c'était aussi difficile le soir à chauffer, donc ça risque d'être un challenge, mais oui, bien sûr, il y aura des pièces un peu différentes sur ma voiture.
on espère que ça amènera de la bonne perfo et un petit peu plus qu'à Bahreïn. Mais en tout cas, on va travailler normalement, essayer de compléter le programme aujourd'hui et puis lâcher les chevaux demain quand il faudra. Lâcher les chevaux. C'est Norris qu'il a shooté le truc en plus. Alors, j'ai heurté le mur au premier virage. Est-ce que c'est ça qui a provoqué quelconque vibration? Donc Schumacher avait bien anticipé les débris et s'en était écarté. Enfin le bordel. Le nettoyage est presque terminé. Bon bah votre panneau les gars, vous êtes bons pour le remettre plus tard. Hein. La cause de ces commissaires de piste. Les commissaires de Monaco qui sont en plein travail d'ailleurs aujourd'hui, en pleine préparation. Vous savez qu'ils sont en formation régulièrement pour garder leur haut niveau de performance sur les bords. Salut Calais. Monégasque. L'une des formations a lieu aujourd'hui près de Monaco. Ils vont être prêts. Ah, ils sont prêts au mois de mai, absolument. Là aussi on a repoussé un peu les murs. À Monaco, non, on n'a rien, on ne repousse rien. Tant mieux. Ah, dommage, je trouve que ça fait perdre de l'intérêt un peu à ce circuit. Les virages qui étaient à fond ou presque compliqués, maintenant se sont élargis. Donc ils deviennent facilement à fond, mais sans donner une meilleure visibilité au pilote, puisqu'ils roulent contre le mur de toute façon. Et on peut s'imaginer que, bon, de toute façon, tous les circuits, il faut se douter. Juste de laisser des hertz, alors oui, juste de laisser une ligne peinte sur le sol n'allait pas. À l'extérieur. Oh, mais oui. Refonte de pas mal d'endroits du circuit de Spa-Francorchamps qui doit accueillir des compétitions de moto également désormais. C'est pour les motos qu'on a mis le gravier? Oui, entre autres. Le raidillon a également été retravaillé, élargi pour ce qui est de la zone de dégagement. Une immense tribune de 4600 places vient prendre... Élargi à gauche ou à droite? À gauche, à gauche. Voilà, le circuit qui s'adapte à de nouvelles normes pour accueillir et sport mécanique auto et moto. Donc l'extérieur est élargi, mais le tracé est identique ou resserré légèrement? Il me semble qu'il est identique. Oui, pas légèrement resserré? Peut-être un petit peu plus emmené à gauche avant la remontée. Ouais, donc... peut-être légèrement modifié, mais je m'y engagerai pas. En tout cas, le dégagement... Et en haut de la butte, c'est pareil? Oui. Grandement... C'était notre dangereux. Oui, et le rebond des voitures, notamment dans le raidillon, était un des soucis à cet endroit. Autre circuit qui a effectué des transformations et des modifications importantes au point d'obtenir le grade 1. Le vieux Nürburgring. Oui. Génial. Quand est-ce qu'on y va? J'étais sûr que vous ça, alliez me je répondre veux. ça. Ça, je veux y aller. Et oui, la grande boucle, la Nordschleife au Nürburgring, a reçu son agrément grade 1, qui est donc le grade le plus élevé d'homologation des circuits, qui permet, logiquement, qui permet d'accueillir la Formule 1. Il est donc aux normes F1, ce circuit. Est-ce qu'ils ont gardé l'épingle banking? Le carrousel? Oui. Ah oui, toujours là, bien sûr. Et ça passait le grade 1. Eh ben, en génial, tout cas, oui. Incroyable. Donc maintenant, il faudrait y aller, quoi. C'est ça qu'on peut y aller avec toutes les voitures. Et avec des Formule 1, notamment. On peut y aller en bicyclette aussi. Il faudrait, oui. Trottinette, voilà, c'est mieux pour la longue descente. La longueur de ce tracé. Ah bah c'est pas 2025, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup roulé en course au moins. Pour couvrir 305 km du terrible. Grand Prix. Ça serait chaud, ça serait génial. Oui. Faudrait être sûr du tour où s'arrêter. Hein. Faut pas se planter, oui. Faut pas se planter. Allez, les quads qui vont venir ratisser la piste à cet endroit, on va en profiter. Course de quad, regardez, incroyable. Il y a un quad Ferrari, un quad Alpine, et un quad AlphaTauri. Mais ils sont en train de la remonter, donc pour eux, clairement, ça veut dire que le drapeau Ouais, il paraît que c'est rouge, détenu par ça a un du Russe. bon. Et puis je vais vous montrer aussi quelque chose, regardez, sur l'avant de cette voiture. Ce panneau qui pendait là, regardez ce qui s'est passé. Est à l'autre bout, donc le temps d'y aller, ça s'affiche. Et boum! Vous voyez ce carbone ici, qui est très important sur cette voiture-là. Le carbone pèse beaucoup moins lourd parce que c'est là que c'est le brut. Si on rajoute de la peinture, eh bien on prend du poids. Aujourd'hui, notamment chez McLaren, on a décidé d'enlever énormément de peinture et de revenir un petit peu à cette couleur noire, à cette couleur carbone, tout simplement parce que toutes les voitures sont au-dessus du poids, bien au-dessus du poids. Donc on traîne 3 dixièmes à peu près de plus que ce qu'on devrait traîner. Et comme McLaren n'est pas très en forme en ce moment, eh bien tout simplement ils ont enlevé les peintures des capots moteurs et des pontons. Vous regarderez lorsqu'ils vont rouler, vous verrez beaucoup plus de noir maintenant que ce qu'on a vu avant. Ça leur permet de gagner à peu près 3-4 kilos et c'est très très important. Du poids de gagner. Alors là, les chiffres que vous annoncez, Franck, sont énormes parce que chez Aston Martin,
Ils ont gratté la peinture, je crois, sur les pontons et ils nous ont dit qu'ils avaient gagné. Pas besoin de refroidir les freins, Jeddah, c'est connu, il n'y a pas besoin de freiner. Chose, parce que chez Aston Martin, ils ont gratté le bas du ponton. Ah oui, c'est ça. Exactement. Chez Aston Martin, j'ai remarqué, j'ai regardé. Bah venez, on a un peu le temps. Bah oui, vous allez voir ce qu'ils ont aussi. gratté. Ils ont gratté, je vais dire, 5 cm. Tandis que du côté de McLaren, ils ont gratté tout le capot moteur. Il n'y a plus de capot moteur. De toute façon, c'est pas compliqué, ils ont enlevé toute la peinture. Et je me suis arrêté tout à l'heure chez Aston Martin en me disant exactement ça. Est-ce que eux aussi, ils ont gratté? Mais très sincèrement, vous allez voir, c'est normal qu'ils aient gagné 500 grammes. Hein. Regardez, on y est chez Aston Martin, notamment Nico Hülkenberg. Donc l'avant s'était déjà enlevé. Ça, on n'a rien pu y changer. C'est juste en dessous. Vous voyez, en dessous de la ligne jaune que l'on a enlevé la peinture. Donc c'est grosso modo 10 cm. Regardez bien le capot moteur du haut. Tout le capot moteur du haut a été complètement enlevé chez McLaren et notamment une grande partie du ponton. C'est normal que le poids soit un peu différent. Bon bah faut qu'il gratte. Là chez Aston Martin aussi alors. Il n'y a plus qu'à gratter. 3-4 kilos, c'est un dixième et demi. Ah oui, c'est beaucoup. Oui. Et aussi c'est d'usure de gomme. Et on a peut-être vu la différence. Red Bull qui est quoi combien de kilos au-dessus du poids? Elle était pas loin de 20 kilos à Barcelone aux essais hivernaux. Et elle a gagné depuis. Il se dit qu'elle aurait gagné une dizaine de kilos. Oui, donc elle serait une dizaine de kilos au-dessus. 4 dixièmes. Oui, absolument. Et l'usure de gomme, ce qu'on a vu en course par rapport à Ferrari qui n'usait pas sa gomme. Ça joue dans tous les domaines. La séance reprend pour une grosse demi-heure de travail. Avec pour George Russell et Lewis Hamilton des ailerons arrière légèrement retravaillés, extrêmement braqués, générant beaucoup de charges le week-end dernier, mais beaucoup de... faisait happer facilement lorsque une voiture derrière elle avait le DRS ouvert, alors que elle, DRS ouvert, ça ne faisait pas grand-chose. La séance d'essai libre et fin, qui aura donc connu son drapeau rouge. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait 2 drapeaux rouges à émailler la séance de F2. Je vous propose de revoir l'image de Théo Pourchère qui a été le malheureux auteur du deuxième drapeau rouge. Avant ça, regardez l'aileron arrière. Magnifique. L'aileron arrière. Putain, l'aileron arrière de Mercedes, c'est incroyable. Hein. Lewis Hamilton. Il est un peu moins gros. Un drôle de look à cet aileron. Ouais, et ça démontre que le front plat génère trop d'appui aérodynamique pratiquement. Ou l'aileron, en tout cas, générait trop d'appui le week-end dernier. La vitesse de pointe des Mercedes. Il est sympa leur aileron arrière. Alors on l'a raboté, mais on a quand même mis une petite réglette, un petit gurney. Pour garder l'air, surtout à basse vitesse. À haute vitesse, le gurney a moins d'efficacité. Et chacun prépare maintenant un tour, notamment les Ferrari. Ça y est, elles entrent en piste, elles entrent dans la danse, à mi-séance quasiment. Comme l'an dernier ici, 3 zones de DRS, elles sont exactement positionnées aux mêmes endroits que l'an dernier. Ces zones, on a revu au ralenti tout à l'heure, Lando Norris venant heurter le panneau qui s'était déjà détaché et qui était collé au mur. C'est un panneau publicité. Ah, je pense que... Vous pensez que c'était pas un non, panneau c'était un long panneau de publicité, j'ai l'impression. En tout cas, bon, c'est lui qui l'a achevé. Mais bon, ce n'était pas le mur qu'il avait touché. L'impression que c'est plus rapide que l'année dernière dans la partie sinueuse. L'année dernière, on voyait souvent les voitures à la limite. Donc là, ça a l'air facile. Et c'est ce qu'on envisageait et c'est ce que les équipes attendaient. 319 km/h de vitesse de pointe pour George Russell. C'est que les fins 2020... Ouais, bah du coup, il y a encore 10 km/h en moins pour Mercedes. Ouais, ça, on voit même pas de pilotage. Hein, Russell... Russell qui avant le passage 319. Un peu plus que... Ah non, un peu moins qu'Hamilton. Perez 333. Juste après le passage de la ligne. Le tour de Carlos Sainz. Hülkenberg 325. Yuki Tsunoda qui au même moment est le plus rapide de tous. Stroll 328. Après ils avaient peut-être l'aspi aussi, hein, ou le DRS. Leclerc 318. 313 Sainz, c'est pas énorme hein, les Ferrari pour le coup. Étonnant. Bon, Magnussen a eu un problème donc il compte pas. Mais... Là,
après son record du premier secteur. Sacré VMAX en tout cas, Max, hein, du coup. 331, c'est énorme. Court pour Albon, pour Latifi, pour Charles Leclerc qui a signé il y a quelques instants en 33,9. Alors, le point faible, l'un des points faibles de cette McLaren, la touche particulièrement dans les virages lents. Il y a moins de virages lents ce week-end. Est-ce que McLaren... Ouais, mais le truc, c'est qu'AlphaTauri, c'est un peu le roi des essais libres 1. Les rois des EL1, mais après, dès que la nuit tombe, ça se complique. C'était le cas à Bahreïn, donc ça se trouve, ça sera encore le cas tout à l'heure en EL2. On verra. Dernière place contre Latifi toute la course. Le choix décalé au départ du Grand Prix dimanche des McLaren, partie en pneumatique médium, à l'inverse de toutes les autres écuries et tous les autres pilotes partis en gomme tendre. 3 arrêts finalement globalement. Il y a eu cette voiture de sécurité en fin de course qui a précipité ce 3e arrêt chez certains, mais la stratégie était... Ouais, 4 ou 5 je dirais, peut-être mettre 5 dans les pronos. Même vitesse de pointe pour Daniel Ricciardo que pour George Russell. Daniel Ricciardo, fin de tour, qui le place 6e en 33,0. Lewis Hamilton sur un 2e tour d'affilée. Du mal à la corde dans ce dernier virage, tous les pilotes. Il va pouvoir améliorer. En chrono, mais ça reste 4e. Et là, on est dans le démontage de la voiture de Kevin Magnussen. Dommage ce temps précieux perdu par le clan Haas. On suivait Daniel Ricciardo il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter l'Australien à l'entame de ce week-end. Qu'attendre ici à Jeddah pour lui? J'ai vraiment apprécié la course ici l'an dernier. L'expérience en elle-même de la course était très intense. Bien sûr, j'aurais aimé éviter les drapeaux rouges et tout ça, mais l'intensité de l'événement était vraiment cool. Peut-être que ça nous donnera une opportunité ce week-end. Mais c'est déjà aller voir trop loin. Il faut qu'on se concentre sur les essais libres, qu'on en tire déjà quelque chose. Et peut-être que dimanche tournera en notre faveur. Mais jusque-là, il faut qu'on arrive à extraire le maximum et les quelques dixièmes de cette voiture. Très lucide, hein. Daniel Ricciardo, l'expérience parle. Oui, il a déjà eu une saison difficile, même s'il y a eu quelques bons résultats. Il y a une victoire. Mais l'ensemble de la saison est très compliqué. Pas sûr que la victoire de Monza ait suffi à sauver la saison. Et l'angoisse des Mercedes, le cauchemar de cette voiture grise, le rebond. Et il dit, Lewis Hamilton à l'instant, j'ai encore du rebond. Verstappen en avance sur ses propres marques. 33 428. Alors il y avait un petit sujet entre Stroll et Gasly, mais il n'y aura pas d'enquête des commissaires, nous dit-on, alors que Max Verstappen a relâché son effort sous les yeux de son ingénieur Giampiero Lambiase. Première fois depuis longtemps qu'on aperçoit Adrian Newey sans casquette. Ah oui, depuis son accident, on ne l'avait vu qu'avec une casquette. Ce qui était, je vais être honnête avec vous, de nature à un petit peu m'inquiéter. Oui, et là, vu son niveau de compétitivité, malgré le surpoids, c'est que la partie aérodynamique mécanique de la voiture est réussie. C'est une bonne voiture. Non, faut l'alléger. L'alléger, la développer. Et c'est Norris qui nous offre une caméra à l'intérieur de son casque aujourd'hui. Vous voyez ce chiffre vert dans l'écran de son volant en haut à droite.
c'est l'avance qu'il a sur le temps référence. 7 dixièmes d'avance, le 0,70 sur son propre temps. Un temps McLaren, hein, ça peut. Il y a un temps qui est mis par l'équipe et ensuite le pilote, lorsqu'il améliore ce temps, le nouveau temps remplace l'ancien. C'est donc en temps réel, hein, ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Là, il en repère un petit peu. Il n'est plus qu'à 0,43 d'avance sur ce temps de référence. Et on voit surtout l'état de la batterie qui est descendu, hein, qui était la jauge à droite du volant et qui est quasiment vide maintenant. Qui normalement, si tout a été bien calculé au passage de la ligne, sera totalement vide. Et voilà, le reset est fait. Il en reste un peu. Il en restait un fond. Ah ouais. Ça, c'est en cas de besoin sur le chemin du retour à la maison. 24 minutes de séance. Lando Norris placé maintenant juste devant Daniel Ricciardo avec ce chrono en 1,32,9. Alors, ce rebond, on le mesure ici. Et encore là, il y avait DRS ouvert. Sachant qu'une fois que le DRS est ouvert, il y a moins de rebond. Puisqu'il y a moins de charge sur l'aileron avant. Sur l'aileron arrière, oui. Pardon. Excusez-moi. Le DRS sur l'aileron avant, ce n'est pas encore. Ah, ça oui, ce serait autre chose. Bien rattrapé. Oui, ça en fait 2 ou 3 déjà depuis le début des essais. Des petites frayeurs comme ça en changement de direction. Et à Bahreïn, hein, plusieurs fois, on a vu Charles Leclerc partir à la faute, notamment au virage 11. Quitte même à aller faire un tête à queue. Il cherche les limites, il les repousse. Non, Russell a une demi-seconde de son coéquipier. Il cherche à éviter peut-être les rebonds aussi en notant de l'appui aérodynamique de l'aileron, mais c'est du fond plat qu'il vient ce rebond. Et il y a d'ailleurs des petites modifications sur le diffuseur de la Mercedes qu'on verra avec vous, Franck. Mais là, vous êtes chez Ferrari, près de la voiture de Carlos Sainz. Exactement, chez Ferrari, regardez, on a mis cette couleur jaune fluo, hein, cette paraffine. Ça permet simplement de voir comment l'air s'écoule. On est sur un circuit atypique, donc c'était important de noter ça. Et on voit bien que cet air, en fait, il vient bien sur le fond plat et vient donner de l'air sur ce fond plat, ce qui est ultra important, hein, parce que c'est le fond plat qui tient encore la voiture. Et puis on voit que ça va également au niveau du radiateur, mais pas au-dessus, ça passe pas au-dessus, donc ça c'est une très bonne chose. Tant que ça reste sur les éléments qui peuvent diffuser et appuyer la voiture au sol, ben c'est tout ce qu'on veut. Les mesures, il va y en avoir encore beaucoup de prises tout au long de cette première partie de saison. Ça va être un bon chrono pour Leclerc, qui était à moins de demi-seconde de Verstappen après le deuxième secteur, mais c'est Tsunoda qui a pris le record du premier secteur. Pas mal Tsunoda pour l'instant. Oui, à une demi-seconde. C'est 18h du coup, 18 les qualifs, 19h la course, ouais. Alors française évidemment. Magnussen, il a eu un problème technique sur sa race en début de séance, donc il roule pas. Tout simplement. Tsunoda qui en perd beaucoup dans le dernier secteur. Pierre Gasly que l'on suit, on va en parler d'ici quelques instants car la FIA vient de publier, où il était large là Pierre Gasly, la FIA vient de publier les éléments déjà changés chez les uns et les autres, et il y a déjà énormément de changements dans les différentes équipes. On en parle dès la fin du tour de Pierre Gasly, légèrement en retard maintenant dans son deuxième secteur. Il le sait, lui aussi sur son volant a cette indication. En tout cas, il a claqué un gros temps en Verstappen là. Wesh, 30.8. 326 km/h de vitesse de pointe, c'est beaucoup plus rapide que Mercedes qui était à 319 à cet endroit avec Russell. C'est rapide. Pierre Gasly qui monte au deuxième rang, 1,31, 317. Deuxième temps pour lui, à 4 dixièmes de Verstappen. Mais est-ce que c'est comme à Bahreïn où il commence la journée avec les réservoirs vides? Ah oui, il a bien touché. Il a une légère glisse avant et il a été s'appuyer contre le mur. Petite caresse. Ouais. Ça n'a rien abîmé. Bravo. Ouh, Verstappen à la limite du décrochage. On va voir le pied, oui.
Et il demande à son ingénieur si le vent s'est soudainement levé. En tout cas, passage difficile, bien rattrapé pour lui. Et attention à ces vibreurs qui peuvent venir endommager le dessous de la voiture. Des changements de pièces moteurs, disais-je, chez Alpine pour Fernando Alonso qui utilise déjà son deuxième moteur thermique comme Pierre Gasly. Deuxième moteur thermique également pour le pilote français d'AlphaTauri. Changement pour Fernando Alonso et pour Pierre Gasly de turbo également, deuxième turbo. Sergio Pérez utilise également un deuxième turbo ce week-end. Pour Fernando Alonso et Pierre Gasly, changement également de MGUH et de MGUK. Pierre Gasly change de batterie, ce qui n'est pas le cas de Fernando Alonso. Le français change tout, hein. Il change également de centrale électronique et d'échappement comme Fernando Alonso. Deuxième jeu d'échappement pour l'Espagnol aussi. Et Sergio Pérez change lui aussi, en plus de son turbo, de MGUH. Déjà beaucoup de changements. Des changements de pièces de boîte de vitesse également, mais vous savez que les règles ont Pérez derrière les deux AlphaTauri. La honte pour Pérez. 3 jeux de pièces à l'intérieur des boîtes de vitesse. Scandaleux. Lando Norris et Pierre Gasly ont changé déjà une fois de carter de boîte et de pièces à l'intérieur. Retour au stand du français. On va regarder d'abord ses pneus arrière avant de voir la voiture pivoter et de pouvoir apercevoir les marques qu'il a mis contre le mur. En tous les cas, on voit que le pneu arrière gauche est un petit peu marqué. J'ai vu sur d'autres voitures que le pneu avant gauche aussi était marqué. Maintenant, c'est le moment qu'on attend. Est-ce que la voiture, ouais, la jante est bien tachée sur l'arrière. On le voit hein, sur le contour de la jante, mais il n'est pas trop appuyé. Mais l'avant également un petit peu. On voit quasiment un petit peu de graining aussi sur le pneu avant droite. Mais attention, ça veut dire que les voitures sont très dures ici aussi. On va rouler tout le temps avec des suspensions très dures cette année, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, ce qui va engendrer pas mal de blocage de roues. Et c'est un petit peu plus difficile. Sa voiture, le français. Pour l'instant, Verstappen, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Pérez. 4 moteurs Honda dans les 5 premiers de ce classement. Leclerc, vainqueur de Bahreïn en 3e position. Esteban Ocon, 6e. Fernando Alonso, 8e. Les Alpines qui réalisent pour l'instant une belle entame de séance. Hamilton au 7e rang. Russell, 12e. Les Mercedes légèrement en retrait avec un choix de pneumatiques légèrement différent pour ce qui est de l'entame de cette séance. Ça aurait dû être plus compétitif comme choix de pneus, à moins qu'il ne fonctionne pas dans les parties rapides. Hamilton qui a choisi 2 trains de pneus tendres pour entamer son week-end, là où d'autres ont commencé avec des pneus durs. Donc et ils ne veulent pas utiliser les tendres pendant la course peut-être Pour l'instant, en tout cas, il a encore 2 séances pour se rééquilibrer sur le nombre de pneus utilisés. Oui, ce qu'il n'a pas utilisé là, il l'utilisera peut-être tout à l'heure pour la 2e séance d'essai libre que l'on vivra à partir de 17h40 sur Canal+ Sport. Qui sera plus au soleil et plus représentative. Un seul pilote en piste à l'heure actuelle, c'est Lance Stroll, qui doit se réveiller. Lance Stroll battu par Nico Hülkenberg au jeu des qualifications. Plus rapide qu'Hülkenberg en course. Oui, Hülkenberg fatigué un peu en course aussi. Il vient à peine de faire son baquet, donc ça devait être compliqué. Mais oui, il n'a pas le droit d'être derrière Hülkenberg. Mais encore moins sur ce circuit qu'Hülkenberg ne connaît pas. Chez Aston Martin, on travaille à l'élaboration d'une version très différente de cette monoplace. Quand apparaîtra cette nouvelle version? Là est toute la question, mais il semblerait que la prochaine version qui apparaîtra sera un petit peu
un choc visuel par rapport à ce que l'on voit de cette voiture aujourd'hui. Donc faire une nouvelle voiture en saison comme ça, pour le budget cap, c'est compliqué. Alors il y a faire une voiture et faire une voiture, parce que regardez la Mercedes, elle avait deux apparences très différentes entre les tests de Barcelone et ceux de Bahreïn, et ce n'était pourtant que les capots moteurs et flancs qui avaient changé. Sous le capot, tout était pareil. Donc est-ce que Aston Martin prévoit un petit peu le même genre de modification sous l'impulsion de Mike Crack? Chez Mercedes c'était prévu, et il voulait juste ne pas le montrer, il faut simplement ne pas le montrer. Ah oui, c'était planifié de longue date. Il estimait pouvoir travailler suffisamment avec la version A, on va dire, du package aéro à Barcelone, qui commençait déjà à représenter un petit peu ce que serait la version B pour ce qui était du refroidissement notamment. Passage au stand dans le casque de Charles Leclerc qui a raté son stand. Il l'a raté. Désolé, je pensais qu'on était installé plus loin que ça. Il s'est garé chez McLaren. Et il n'a pas le droit de mettre la marche arrière. Non, mais là ça va. Oui, les mécaniciens sont obligés de la repousser. C'est bon, il a retrouvé son bon garage, Franck. Charles Leclerc. Écoutez, la voiture en tous les cas est là, ça c'est sûr. Charles n'est pas dans le baquet. Le capot moteur est ouvert, donc c'est jamais très bon, un peu inquiétant. On est en train de changer les tirants de suspension, on peut le voir, hein, que de la façon dont ils font. Ils vont enclencher une clé à l'intérieur, donc je pense que Charles est juste passé derrière 2 minutes, il va revenir. On va changer la suspension arrière, enfin en tous les cas la barre anti-roulis arrière. On l'a fait également sur l'avant, on va changer aussi à la hauteur de caisse, j'ai l'impression, où on va remettre des cales de carrossage. On remet des cales de carrossage sur l'avant. Charles Leclerc qui rentre dans le stand, qui est à gauche et qui va remonter dans la voiture. Donc c'est plus une frayeur qu'autre chose. On est juste en train de faire des réglages sur la voiture, je suis rassuré. On parlait de brûler les pneus et de le pousser. Donc c'est quoi, de mettre la pression sur l'Alfa Romeo? Alfa Romeo qui a fait bonne impression à défaut d'avoir reçu de la pression. Bonne première entrée. La différence entre avec la gomme tendre. Tout à l'heure il était en gomme dure ou médium? Il était en gomme dure. Il a commencé Verstappen son week-end en gomme dure. C'est ici tout à l'heure qu'il avait décroché, il avait beaucoup moins de rythme. Il a même rétrogradé. Ou il arrive avec plus de vitesse. Ah non. Il est loin là. Ah ouais. Seconde une. C'est quoi, c'est de la chauffe-gomme? Lui qui s'est vu interdit de taper dans sa gomme à la sortie des stands à Bahreïn, qui avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus et qu'il n'écouterait plus cette consigne. On est peut-être en train d'étudier le comportement de la gomme sur le fait de l'attaquer et de la stresser rapidement ou non. Le look de l'aileron arrière, un peu version hamac sur la Mercedes. Ouais, comme ça la couche bien sur le sol. Très joli cet aileron. Est-ce que ça leur donne de la vitesse de pointe? Je ne crois pas. Plus rapide maintenant en ligne droite, eh bien c'est Perez, 333 km/h. Oui, devant Verstappen, 331. Les Red Bull qui gardent leur record de vitesse de pointe. On parle justement avec vous, Franck, de ces pneus et de la manière dont il faut bien les travailler. Oui, parce qu'à l'époque où il y avait deux manufacturiers qui se tiraient la bourre, on va dire, en monoplace au niveau des pneumatiques, on pouvait tirer sur le premier tour, mettre à tout à 100% et on avait un très bon temps, et derrière la dégradation n'était pas énorme. Aujourd'hui, les pneus Pirelli s'apparentent plus à des pneus, on va dire, d'endurance. Et attention, ces pneus-là, il ne faut pas les stresser dans le premier tour. Vous pouvez faire un temps canon dans le premier tour. Par contre, après, sur les 15-20 tours qui vont suivre, la dégradation va être vraiment très importante. Par contre, si vous voulez réserver dans le premier tour, et je vous promets que c'est difficile, que quand vous avez le potentiel dans la voiture, quand vous avez la sensation du grip, quand vous savez que vous pouvez vraiment arracher un très bon contrôle, c'est difficile à ce moment-là de rouler un petit peu à l'économie. Mais si vous le faites, derrière, tout votre stint, tout votre reste, c'est-à-dire les 20 tours qui suivent, vont être juste
parfait. Et quand l'essence aura descendu dans le réservoir, à ce moment-là, vous pourrez encore tirer de la quintessence du pneu, chose que vous ne pouvez pas faire si vous tirez dans le pneu dès le premier tour. Ce qui veut dire, Franck, il y a un intérêt aussi des fois le samedi à préparer un train de pneus sur un tour. Alors c'est encore différent. Si vous rodez le pneu, ça ne veut pas dire que le pneu sera pas aussi, aura pas autant de dégradation. Mais ça peut le préparer un petit peu et surtout ça peut préparer le pilote à pas ressentir l'effet du grip. Donc à moins avoir tendance à taper dedans dans le premier tour. Mais ça change pas grand chose. Vraiment là il faut vraiment faire attention dans le premier tour. C'est difficile, ça veut dire qu'il faut pas trop le stresser sur les points de freinage, pas trop le stresser sur l'accélérateur et garder un petit peu de rythme mais pas trop dans la vitesse de passage. Parce qu'un pneu neuf dans le premier tour, ça vous donne tellement de plaisir que vous oubliez facilement les consignes. Ah, il s'est forcé, merci Franck pour ces détails. C'est vrai qu'il s'est forcé Max Verstappen à ne pas tout donner sur ce pneu à la sortie de ces 2 arrêts au stand. Et ce qui est très amusant, c'est que chez Red Bull, eh bien, il y a eu le discours. Alors vous apercevez ici Paul Monaghan qui est l'ingénieur en chef de l'écurie, mais Christian Horner disait il ne fallait pas que Max tape dans ses pneus sur les tours de sortie des stands, c'était important pour la suite. Salut Rémi. Et Helmut Marko qui dimanche soir disait moi je soutiens Max et il aurait dû taper dans ses pneus parce qu'on serait ressorti devant Charles Leclerc et quand on est devant, quand on devient leader, ça n'est plus la même course. Mais voilà ça ce aurait que disait été... Helmut Marko. Ouais, bon, c'est pas... Ouais, c'est un petit peu compliqué. À ce niveau-là, mais de toute façon, ça aurait été encore plus pénible de casser en tête que de casser deuxième. Oui. Mais s'il n'avait pas cassé, si la fiabilité avait été au rendez-vous, et si, eh bien, si l'impératrice, mais en tout cas, l'empereur sur le premier Grand Prix, ça a été Leclerc. Clairement. Oui. Ferrari en général. Hein. Oui, globalement, c'est un week-end extrêmement bien réalisé par la Scuderia. Et ça se voit tout de suite dès les premiers tours de roue. La voiture était tellement facile à piloter qu'il était facile. Grosse frayeur même. Ah, lui aussi. Il est dans une Ferrari pourtant. Ah, Antonio Giovinazzi sur la passerelle Ferrari. J'ai du rebond, dit Carlos Sainz. Beaucoup de rebond. Ouais, on le voit regarder son casque. Oula. Oh là oui. Il faut bien l'attacher le casque. Juste avant le virage 13, dans l'une des portions les plus rapides du circuit. Les yeux au soleil couchant de Carlos Sainz au travers de sa visière. Magnifique. Grand ouvert, oui. C'est mieux qu'il les ait ouverts que fermés. Oui. Grand. Très grand. Oui, voilà. Ça l'est sûrement, oui. Leclerc un petit peu moins, mais quand même du rebond aussi sur la Ferrari du Monégasque à cet endroit. Premier Monégasque de l'histoire à mener un championnat du monde de Formule 1. Charles Leclerc. Oui. Mick Schumacher, une petite population et un pilote qui mène le championnat du monde. Schumacher et Albon se sont gênés en piste, semble-t-il. Ça a été rapporté au commissaire. C'est Enrique Bernoldi. Vous vous souvenez d'Enrique Bernoldi? Ah oui, il vous avait pourri. Il m'avait pourri un Grand Prix à Monza. Oh l'horreur. Je pensais pas que vous en souveniez en ces termes. Le Brésilien qui sera donc ce week-end l'un des 4 commissaires à juger les différents événements et faits de course. Lui qui avait débuté en Grand Prix en 2001 chez Arrows, précédemment pilote de réserve chez Sauber. Et ça, il a été pilote de réserve chez Bar et Honda, dis donc. C'est vous qui l'avez engagé? J'ai laissé venir. Ah bah bravo Jacques Villeneuve. Ah ouais, j'ai la mémoire courte. Eh ben, allez le voir dans le paddock pour lui dire tout le bien que vous pensez de lui. Oh, je l'avais dit le jour même. Et ce week-end, changement de directeur de course. Après Nils Fittich le week-end dernier, c'est au tour d'Eduardo Freitas, habituel directeur de course WEC. Ah, et donc on sait qu'ils étaient réservoir vide. Oui, parce qu'ils n'ont plus d'essence. Et c'est le 12e temps avec le réservoir vide. Ouch. 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 Sainz, compliqué, hein. Compliqué parce que dans l'épingle au dernier virage aussi, léger traverse qui tout de même octroie le 3e temps à une jolie seconde de 2 de Verstappen.
Il est celui des deux pilotes Ferrari, Carlos Sainz pour l'instant à avoir le plus de difficultés à mettre le doigt sur les bons réglages et du coup la confiance. Sainz n'aime pas le survirage, c'est un pilote qui aime le sous-virage et avec les voitures de cette année, le sous-virage fait perdre beaucoup de chrono. Donc j'imagine qu'il essaye de piloter plus comme Leclerc, mais ça ne lui va pas. Leclerc a réalisé son meilleur tour pour l'instant en 1:31,192, Sainz en 32,000. Il y a 8 dixièmes qui traînent à nouveau entre Leclerc et Sainz, c'est l'écart qui les séparait au tout début du week-end à Bahreïn également. Jos Capito a l'air dubitatif sur la passerelle Williams. Mais a-t-il compris ce qu'il passe sur sa monoplace? Sainz? Capito? Ah ouf, oh là, j'y étais pas. Oui, non. Je parle un petit peu italien, mais ça va. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Je comprends l'italien et je ne le parle pas. Ouais. Mais je ne sais pas si Capito comprend l'italien. Mais quelle nationalité? Depuis la caméra embarquée, lorsque ça sautille, c'est vraiment... Je parie que lors du Grand Prix, le karma frappera encore les Red Bull. Faut peut-être pas compter sur ça tous les Grands Prix non plus. Ça n'arrivera. Le double abandon était magique, magistral même. À quelques tours d'intervalle en plus. Je pense pas que ça se reproduise honnêtement un double abandon comme ça dans une autre course. Hein. Peut-être un des deux qui abandonnera, mais les deux comme ça, ça me paraît peu probable quand même. Mais bon, on sait jamais, hein, tout est possible. Hein. En avance après le deuxième secteur, Bottas. Mais bon, Verstappen n'a pas fait de chrono sur sa gomme rouge. Elle pivote avec facilité. Elle a l'empattement court. Oui. Et elle pivote vraiment facilement. Donc on peut imaginer que cette monoplace à Monaco sera impressionnante. Ou dans les circuits où il y a des changements de direction, comme Montréal avec toutes les chicanes. Deuxième temps pour Bottas. Et meilleur temps pour Leclerc. Ça va mieux, un pilote qui aime le survirage avec sa monoplace réglée avec du survirage comme Verstappen. Ça fonctionne bien sur cette gomme, ça fonctionne bien cette année. Leclerc qui s'est même, je crois, offert une petite aspiration grâce à Lewis Hamilton. En tout cas, le meilleur Verstappen. Et il y a bien enquête ouverte après un petit rapport remonté chez les commissaires. Situation entre Mick Schumacher et Alex Albon qui passe donc sous enquête. C'était donc grave? Grave, je ne sais pas s'il y avait une gravité, en tout cas, il y a un fait qui mérite d'être jugé par les commissaires. Ah oui, il a bien eu cet aspi offert par Lewis, petit cadeau de la maison. Ouais, parce qu'en plus, il n'en a pas vraiment perdu dans le virage. Ah ouais, c'est super cadeau même. Et Lewis s'est lancé sur son chrono, donc ouais, mais beau joueur parce qu'il s'est bien serré à gauche, Hamilton. Ouais. Et il n'a pas pu entamer son tour par contre. Et oui, parce que Charles est resté effectivement devant une fois le tour terminé. Et c'est terminé. Et avec vigueur, le drapeau à damier est agité. Pas le laisser tomber sur la piste. Il devrait mettre un petit cordon comme pour les planches de surf. Oui. Ça se passe comment pour Leclerc sur un deuxième tour? C'est son dernier tour et il a le record dans le premier secteur. 33,256. Il y a du trafic là devant, ça va être plus compliqué.
Bon bah ça se termine du coup, cette séance. Cette séance qui se termine. Voilà, ça bug. Qu'est-ce qui se passe là? Putain. Windows. Secours. En course, disais-je, à 3 secondes d'écart entre un retard. Salut Jeslo, t'arrives à la fin. L'écurie est prévenue. Surprise, Bottas 3ème, effectivement c'est assez surprenant. Je suis un peu étonné. 327 Valtteri. Leclerc qui a quand même pris le meilleur temps. Bien, bravo Charles. Mais pas beaucoup hein, par rapport à Verstappen. Qu'est-ce qui fait 3ème Bottas? Lol. Perez largué face à Max. 6 dixièmes c'est beaucoup. Presque 7. Hamilton, bon, 9ème. Russell 15. Tout va bien chez Mercedes. Mais il bluffe, hein, on rappelle. Hein. Il bluffe. Bah oui, il bluffe, Mercedes. Vous saviez pas? Évidemment que c'est du bluff. Enfin. Non, malheureusement, c'est pas du bluff. Donc, Aston Martin, 16ème. Et 12ème pour Stroll, du coup. D'autres candidats postulent. Magnussen qui avait un problème mécanique, donc il n'a pas pu rouler cette séance. C'est dommage, 2 tours seulement pour le Danois. Mais bon, il faut qu'il se rassure, hein, il a quand même marqué de gros points à Bahreïn. Donc c'est toujours bon à prendre. Bon bah voilà. Bon sur ce, je vous retrouve à 19h pour les essais 2. Attendez, je vérifie que c'est bien 19h parce que ça me paraît tard quand même. Un joueur vérifier, j'hésite entre 18 et 19. Dernier replay, ici Lando Norris qui est obligé d'escalader un vibreur. Il a ouvert. Lando Norris. Un peu secoué forcément. Ah c'est bien 18h. Ok. Et Lewis Hamilton qui est venu s'appuyer légèrement sur le mur. Il prévient tout de suite son équipe qu'il est allé flirter avec le mur au freinage du numéro 1. C'était léger. Lewis Hamilton. Bon, il a pas tapé le mur, Lewis. Ouf. Bon, allez, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. À 18h donc. À toutes. Ciao, ciao. Aussi mal positionné, Lewis Hamilton le disait, ça va prendre un petit peu de temps.